Qu'est-ce que vous mangiez quotidiennement, on va dire, au camp? Et vous mangiez quoi, vous faites? Alors, je vais vous expliquer. D'abord, évidemment, ce n'était pas tout de suite au début, mais il y avait tout ce qu'ils faisaient, les Allemands. Nous étions dans des camps que pour juifs. Tout ce qu'ils faisaient avec nous, c'était chicaner, c'est-à-dire nous faire des choses pour que la vie, si on peut appeler ça, qu'on avait là-bas, soit le plus désagréable. Et ce qu'ils aimaient, c'est nous tuer, puisqu'ils nous tuaient, mais ça ne leur suffisait pas. Ce qu'ils aimaient surtout, c'était de nous humilier. Humilier, c'est-à-dire faire des choses, parce que nous sommes, malgré tout, nous étions des hommes, et il y a des choses, lorsqu'on nous frappe, ça nous fait mal. Mais on peut aussi faire quelque chose qui fait encore plus mal que nous frapper. Mais ces détails-là, je le dirai tout à l'heure. Je vais revenir à votre question. Nous avons travaillé, là où j'ai travaillé, pendant ces 34 mois où j'étais là-bas, le plus longtemps, c'était à Blachownica. C'est une ville près des mines de charbon, car il y avait beaucoup de mines de charbon, il y a toujours, en Haute-Silésie. Et il y avait un complexe chimique, car les Allemands, à l'époque, pour faire cette guerre contre la Russie et l'Angleterre en même temps, ils avaient besoin du pétrole. Ils n'en avaient pas assez. Par contre, ils avaient beaucoup de charbon. Ils ont réussi à fabriquer de l'essence synthétique à partir du charbon. Et c'était ça le travail qui se faisait dans cette usine de Blachownia, qui, ils ont, comme toutes les villes, modifié, c'est-à-dire donné des noms allemands. Cette ville s'appelait Blechhammer. Alors, un jour, moi à l'époque j'étais auxiliaire à l'infirmerie pour un crouton de pain de plus le matin et une bol de soupe le soir. J'ai aidé les médecins, j'ai aidé à différents travaux, depuis aller chercher la soupe pour les malades, après j'étais infirmier, après c'était sortir les morts, enfin j'ai aidé le soir et le matin à l'infirmerie. Mais après le travail, j'étais autour de médecins. Il y avait 8 médecins. On était ensemble à la même table et j'ai appris que le bout de margarine, tout le matin avec le pain, nous recevions la taille d'un sucre, un morceau de sucre, un bout de margarine. Parce que ce morceau de margarine, du jour au lendemain, a doublé. Et le chef médecin nous a expliqué que ces médecins étaient des détenus comme nous, des juifs aussi, des déportés de différents pays d'Europe. Il y avait un Parisien, mais tous les autres étaient de différents pays. Il y avait des Allemands, des Polonais surtout. Il nous a expliqué que cette margarine n'est pas comme la margarine que nous recevions précédemment, c'est-à-dire d'origine, la margarine faite par des moyens que je suis en train de chercher, comme on en mange, c'est pas comme le beurre, mais enfin c'est végétaline, c'est végétal. Tandis que le sucre, la margarine qu'on nous a donnée, qui a doublé, l'origine était du charbon, chimiquement fabriqué à partir du charbon. Et à partir de là, tous les quelques jours, on nous donnait une fois de la confiture. C'était fait par du charbon. Ça avait exactement le goût de la confiture, et seulement l'aspect était tout à fait, on pouvait, si ce n'était pas expliqué par les médecins, on ne l'aurait pas su. On a eu du miel, et on a même eu un jour, on a eu des saucissons. On nous a donné une rondelle de saucisson un jour, ensuite 2 rondelles, quelques jours après 3 rondelles. On ne comprenait pas très bien pourquoi tout ça. C'était simplement parce que les Allemands ils fabriquaient cette nourriture avec l'idée de faire distribuer en Allemagne, dans le grand public. Mais avant, ils nous le faisaient tester à nous, c'est-à-dire pour qu'on le mange, et voir la réaction,
savoir, en augmentant la dose, en augmentant la quantité, jusqu'où on peut aller avant que ça puisse nuire à l'organisme. Ça nous rendait malades, évidemment. Au bout de quelques... On a commencé à avoir des gros problèmes, des dysentéries, on a eu des camarades qui sont morts. Et cela, moi-même, je suis tombé malade. J'ai un livre que j'ai écrit, je pense dans le CDI d'ici, ceux qui voudraient le lire, pour en lire en détail, pour savoir comment tout ce mécanisme a fonctionné. Alors vous voyez, comme nourriture, pour ainsi dire, le plus gros de la nourriture, en fait, pour ne pas tomber malade, de ne pas mourir, il ne fallait pas en manger. Mais on ne pouvait pas faire autrement que de manger. On avait faim. Maintenant, je vais revenir à cette question d'humiliation. Le matin, la baraque où nous étions, il y avait 300 personnes. Le matin, on se levait, il y avait au même temps distribution du pain, et au même temps, on pouvait se laver. Il y avait 20 robinets pour 300 personnes. Donc, vous vous imaginez qu'il y avait la queue pour se laver. On attendait qu'un robinet se libère. Mais si on attendait la queue pour se laver, on n'avait pas le pain. Parce qu'il fallait le prendre ou c'était perdu. C'était fait exprès, ça fait partie de ces chicanes, vous voyez. Seulement, le fait est que quand on se lave pas, et ça on s'est très bien rendu compte, pendant des mois, on tombe malade. Le travail que nous faisions, le plus gros de travail, c'était dans le bâtiment. C'était dans ces complexes, ils construisaient des bâtiments, d'usines, de toutes sortes. Et ce qu'on nous faisait faire, c'est décharger surtout des wagons, de sacs de ciment ou de plâtre, portés de poutres pour faire des échafaudages. Mais les sacs, comme on porte toute une journée, on prend un sac pour aller le porter jusqu'à un camion ou à un endroit où on empilait, ces sacs n'étaient pas très étanches. Ce qui faisait que le soir, en arrivant, on était complètement gris quand on portait du plâtre. Vous savez, on voyait, quand on rentrait dans le camp le soir, on voyait chaque déporté à quoi ils étaient occupés dans la journée. Ceux qui étaient noirs, vous savez qu'ils portaient des sacs de charbon. Le plâtre, ils étaient blancs, gris comme c'était du ciment. Mais on était tous comme des zombies. Des zombies, pas seulement parce que, à cause de la couleur, aussi à cause de la démarche. Ça, c'était un choc pour moi. Dès le premier jour, quand je suis arrivé, je me rappelle, on nous a mis en rang par 5, en attente de ceux qui étaient déjà là, c'est-à-dire dans ce camp, mais qui étaient au travail. On attendait qu'ils rentrent pour qu'on soit comptés ensemble. Mais quand j'ai vu arriver les anciens, quand j'ai vu le choc qui était les couleurs, de voir des hommes noirs, gris, blancs, mais en plus, l'heure de marche. Normalement, un homme marche, voyez, moi j'ai 83 ans. Je crois que je marche plus normalement aujourd'hui que des jeunes de 25 ans là-bas. Ils marchaient comme ça. Ils ne pouvaient pas avancer les pas. Et ils ne regardaient pas comme on regarde devant soi. Ils regardaient leurs pieds. Ils étaient déjà à moitié morts. Et tout jeunes. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé un peu de votre quotidienneté à l'intérieur des camps, mais le soir, quand vous dormiez, ça se passait comment? Puis comment vous organisiez la journée? Votre quotidienneté au niveau du camp. Oui, c'était pas absolument identique dans tous les camps. Parce que j'en ai fait 5. 5 en dehors de ce que j'ai fait après à Buchenwald. Évidemment, Buchenwald, c'était encore à part.
Parce que déjà, en Silésie, dans tout le camp où nous étions que entre juifs. Il y avait les Anglais prisonniers anglais étaient entre Anglais, les Français étaient que, vous voyez, les prisonniers de guerre, les Russes, les civils ou les militaires. Il y avait des camps où il y avait qui étaient mixtes parmi les civils. Mais nous, les Juifs, nous n'avons jamais été, pour des raisons, vous savez, cette théorie raciste, pour cette raison, peut-être, qui ne nous ont jamais mélangés avec les autres. Il y a qu'à partir du moment où ça a été la pagaille, ils ne pouvaient plus, c'est-à-dire ils n'étaient plus maîtres du jeu, donc ça commence à se mélanger. Mais étant donné que nous étions que entre juifs, ils ont pu, par rapport à nous, nous faire des conditions à nous, comme il les faisait à personne d'autre. Ce qui faisait que quand on rentrait dans le camp, le soir, la première chose, c'était l'appel. D'abord, le matin, ça commençait aussi par l'appel. L'appel, on devait se mettre, chacun avait sa place, dans des rangs par 5. Il y a les capots. Les capots, ce sont des détenus qui avaient la charge, qui, eux, avaient un peu plus de nourriture et avaient le droit d'avoir des pantalons repassés et avoir des bottes, alors que nous tous, nous avions des chaussures semelles de bois. Eux, ils avaient un calot, nous avions un vêtement tous rayé, eux aussi, mais eux, ils avaient un calot bleu. Ces calots bleus servaient à ce que, dans les camps, nous n'avions pas, les camps, ce n'était pas un endroit de visite. Quelqu'un pouvait être dans la baraque C et dans la baraque D avoir son père. Il était absolument interdit d'aller rendre visite à son père, ou à son frère, n'importe, ou à un voisin. On n'avait pas le droit de se promener dans le camp. Alors, ceux qui étaient dans ces fameux tours que vous avez déjà vus autour des camps, il y avait des tours, mais il y en avait même à l'intérieur à certains endroits. Lorsque quelqu'un, un détenu, qui n'avait pas les calots sur la tête, se promenait, il se faisait tirer dessus. C'était la raison pour laquelle les capots, il n'y a que eux qui avaient le droit, puisque eux, les Allemands, ils étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient en guerre. Ils avaient besoin un maximum de leurs hommes sur le front. Mais comme ils avaient des milliers de camps, ils ont fait administrer ces camps par des détenus eux-mêmes, comme ce qu'ils ont fait dans les ghettos en Pologne. Ce sont les Juifs qui ont fait toute l'administration intérieure. Alors ça fait, j'en reviens à l'appel du matin et du soir, ce sont des capots qui nous comptaient, et une fois qu'ils avaient fini le compte, si tout marchait, c'est-à-dire le soir, le compte était le même que le matin, les SS venaient, d'abord, vérifier, et ensuite c'est le commandant qui venait lui-même, et on lui faisait le rapport, tout allait bien. Seulement, que tout allait bien, c'était très rare. D'abord, les appels étaient tellement longs, il y a des camarades qui mouraient pendant l'appel, qui tomberaient morts. C'est arrivé très souvent. Par la fin, le soir, avant d'aller manger cette nourriture mauvaise, comme je l'ai raconté, mais il fallait attendre que l'appel soit fini. Aussi, par la fatigue. Vous savez, la fatigue, on se levait très très tôt, on se couchait tard. C'était en plus, on était très embêtés une fois dès le matin pour faire nos lits. Nous étions battus si ça ne plaisait pas au chef de bloc. On était, pour un oui ou non, on était battus. Les hommes étaient exténués et restaient des heures sur la place d'appel. C'était très pénible. Alors quand il y avait 5 hommes et un mourait, il fallait toujours qu'il y en ait 4 debout, et le 5e, le mort, devait être devant pour que ça ne gêne pas. Parce que pour compter, pendant qu'on comptait, il y en a qui mouraient. Pour que le compte, enfin, ils arrivent à savoir combien on est. Et ça, c'était quelque chose sur lequel ils nous comptaient comme si nous étions des pièces d'or. Ils avaient terriblement peur
que quelqu'un s'évade et qu'on sache à l'extérieur ce qui se passe dedans. J'étais sur tout ça. Et alors il y avait aussi dans ce fait que nous attendions, il n'y avait pas seulement des gens qui mouraient, mais quand ça sifflait pour l'appel, pas tous se présentaient le matin à l'appel. Il y en avait qui, la nuit parfois, se cachaient quelque part pour que le matin, le lendemain, ils savaient que le lendemain, ils ne pourraient pas aller travailler. Il n'était pas question d'aller à l'infirmerie. Ils se cachaient dans le camp même pour pas qu'on le trouve et qu'il puisse se reposer. Il n'était pas mort, mais il n'était pas là. Il manquait à l'appel. Et ce qui fait qu'au lieu, normalement, un appel qui dure 1 heure, durait parfois plusieurs heures. Parce que s'il manquait un homme, le temps de constater qu'il en manque 1 ou 3, ou parfois, ils allaient chercher des chiens pour trouver où il était celui qui manque. Ce qui arrivait certaines fois dans le camp, mais ce qui arrivait surtout au retour. Parce que nous, sur le chantier qui était grand, nous creusions des fondations pour des usines, et ça c'était très pratique pour se cacher. Alors là, il nous arrivait parfois que nous sommes restés le soir, nous sommes restés du soir toute la nuit sur la place d'appel, en attente qu'on trouve ce qui manquait. Une autre personne? Bonjour, alors moi j'aurais voulu savoir si au cours des 34 mois que vous avez passé au camp d'Auschwitz, si vous avez pensé à l'évasion. L'évasion. Vous savez, tout prisonnier partout rêve de s'évader. Du moment qu'on est interné, on est enfermé, à quoi penser d'autre que de se sauver. Surtout quand on vit dans des conditions comme nous avons vécu. Seulement, il faut se mettre à l'évidence, que nous étions en Pologne. Et la Pologne était un pays antisémite. Comparé à la France, on ne peut pas même comparer. C'était un pays qui, pendant des siècles, a enseigné les églises. Les catéchismes étaient enseignés avec de la haine contre les Juifs, à partir du moment où des petits, on a enseigné dans les écoles que c'est le Juif qui a tué le Christ. C'est la faute des Juifs. Ça, c'était une chose. Ça, c'est en règle générale déjà. Et ensuite, il y a autre chose. À partir du moment où les Allemands sont arrivés en Pologne, ont occupé la Pologne, en plus, ils ont ajouté à cette haine leur haine antisémite, ce qui faisait, d'une part, le Polonais recevait en plus une éducation nazie anti-juive, et alors aussi, parce que il ne faut pas non plus généraliser, il y a aussi des Polonais qui se sont comportés par rapport aux Juifs héroïquement et humainement, ça existait aussi. Alors lorsqu'un Polonais était attrapé par les Allemands, parce qu'il a sauvé un Juif, c'est pas lui seulement qui était fusillé, mais toute sa famille. À Auschwitz, il y a un mur qu'on appelle le mur de fusiliers. Il y a des centaines de Polonais qui ont été fusillés à cet endroit pour avoir sauvé les Juifs. Alors tout ça ensemble fait que, pour un Juif, être à l'intérieur d'un camp comme Auschwitz, ou être dehors, vous savez, c'était aussi dangereux. C'était pareil. Le premier hiver, j'en ai passé 3 là-bas, c'était avant Noël. Il y avait beaucoup de neige. Vous savez, la Pologne, au point de vue climat, n'est pas les mêmes qu'en France. Même par rapport à l'époque et maintenant, il y a déjà une grande différence, parce que moi, j'y vais plusieurs fois par mois. Là, nous sommes en janvier. En janvier, à l'époque, la température descendait jusqu'à -20, -25.
En ce moment, ça descend plus qu'en France. La dernière fois, il a fait -8. Enfin, c'est pas -20. C'est pas comme autrefois. Et en Pologne, du fait qu'il fasse très froid, je m'excuse, mais je crois que j'ai perdu, en donnant l'exemple, le fil de ce que j'ai voulu vous dire, vous donner comme exemple. Mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Désolé. Oui, à propos du froid, ce que je peux vous dire, c'est que nous étions habillés, vous avez peut-être déjà vu des photos, des films, cette tenue rayée que nous avions, nous n'avions que ça. Et en hiver, on nous donnait comme une veste un peu plus longue quand il faisait -20 ou -25. Tout à l'heure, j'ai parlé de la marche de la mort. Lorsque nous sommes partis vers l'évacuation, il y avait 1 mètre de neige. C'était en janvier, nous sommes partis le 17 et nous sommes arrivés à Grossen le 27, c'est-à-dire nous avons marché 10 jours sous -20 degrés, habillés, comme je viens de vous dire, et sans aucune nourriture. La seule nourriture qui était interdite, c'est lorsque nous passions devant des potagers. Quand il y a des maisons, il y a toujours des potagers, surtout en Pologne, il y en avait beaucoup, qui étaient camouflés sous la neige, mais on devait parfois s'orienter à peu près où il devait être. On a gratté la neige, et ce qu'il y avait dans le potager, c'était surtout du chou. Les Polonais mangent beaucoup de choux, et ça gèle forcément sous la neige, même sous la neige, à -20, ça gèle. La nuit, il fait -25. Nous, tout ce qu'on a eu comme nourriture, c'était des choux gelés, et souvent, lorsque on a vu un potager, il y avait autour des camarades qui étaient morts, abattus. Le potager était tout rouge de sang. Abattus parce qu'ils étaient surpris en train de gratter la neige pour manger du chou. Oui, alors ça aussi, la marche que nous avions fait, pour revenir, nous sommes partis de Bleschamer, ce fameux camp Lachownica, qui était un complexe chimique, 5000 hommes, nous sommes partis, 5000 juifs. Nous avons marché 10 jours, nous sommes arrivés à Groß-Rosen, nous n'étions plus que 800. 4200 de nos camarades sont restés dans la neige morts. Nous n'avions pas le droit de nous appuyer ni contre un arbre, ni contre un poteau. Pas seulement, je ne parle pas déjà de ceux qui étaient trop fatigués, pas morts. Le fatigué, il tombait par terre. Il n'avait pas la force de se lever. Il recevait une balle dans la tête. Il ne fallait pas s'allonger et il ne fallait pas s'appuyer contre un arbre. C'était pareil, il recevait un coup de revolver dans la tête. Les SS, il y a un groupe d'SS qui suivait la marche et qui abattait tous ceux qui ne marchaient pas ou qui ne marchaient pas assez vite même. Il nous est arrivé parce qu'on marchait, mais on était poursuivis par la mer Rouge. On entendait de temps en temps les canons derrière nous, surtout la nuit, on entendait bien. Alors, de temps en temps, ça cessait les tirs. Mais quand les tirs reprenaient d'un coup, du coup, les Allemands, les SS, devenaient enrageux. Ils se mettaient à crier « Laufschritt ». Laufschritt, ce n'est pas de course. Il ne fallait pas marcher, il fallait courir. Nous qui ne tenions pas debout, qui ont été épuisés, affamés, il fallait courir. Et tous ceux qui ne couraient pas, ben, nous tiraient dessus. Question ?